Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous téléporte dans un autre pays, la Mongolie. C'est un pays coincé entre la Russie au nord et la Chine au sud. Son paysage est très varié, entre les glaciers de Turgen, le lac Kosgol, les montagnes, les grandes villes comme la capitale Oulan-Bator ou encore les steppes de la vallée de l'Orkhon. Et sans oublier le désert de Gobi. Et c'est ici que je vous emmène, en plein désert en été. Mais c'est pas trop celui que nous connaissons. Ici c'est plutôt gros manteau, bonnet et chapka. Et nous suivons une famille de nomades, entourés de moutons et de chameaux. Ce film dont je vais vous parler, c'est l'histoire du chameau qui pleure, sorti en 2003 et réalisé par Björn Bassuren-Dava. Alors, qui est cette gente dame? Björn Bassuren-Dava est née en Mongolie et a étudié en Allemagne, ce qui fait du film un film mongolo-allemand. Elle a réalisé surtout des films documentaires sur son pays natal et ses traditions. D'ailleurs, l'histoire du chameau qui pleure est inspirée d'un documentaire qu'elle a vu quand elle avait 12 ans. Eine kinderobligatorische Veranstaltung, so 300, 400 Kinder zusammen diesen Film gesehen. Ein Film gab es, so 17-minütige, so ein Kurzdokumentarfilm, auch über diesen Ritual. Und das habe ich gesehen und da haben auch viele Kinder irgendwie mit geweint. L'intrigue commence quand le chamel va difficilement mettre bas. Naît alors un chameau tout blanc nommé Botok. Cependant, dès la naissance, sa maman se désintéresse de son bébé et refuse de lui donner du lait. Donc le pauvre nouveau-né se retrouve abandonné et sans ressources. Vous ne trouvez pas qu'avec ses petites bosses, on dirait le mont Altaï? Ce qui est intéressant dans ce film, c'est certes l'intrigue autour de la réconciliation de la chamelle et son enfant, mais plus particulièrement son côté documentaire. Globalement, le peuple mongol pratique le bouddhisme tibétain. Mais comme au Japon, il semble que ce soit plus un syncrétisme, car on retrouve une forte présence de l'animisme et du chamanisme. D'ailleurs, les traces du chamanisme apparaissent fortement dans leurs gestes quotidiens. Et figurez-vous que ça n'a pas grand-chose à voir avec notre vision des chamans. Déjà, il faut savoir que c'est un art pratiqué depuis la nuit des temps dans beaucoup de pays, mais surtout en Mongolie, en Chine, mais également dans les pays scandinaves ou en Russie, du côté de la Sibérie. Les principes du chamanisme se concentrent sur les liens effectués avec la nature et les ancêtres. En Mongolie, les chamans sont pris très au sérieux. En plus d'être considérés comme des médecins, on leur demande conseil pour les mariages. Ce sont des sortes de guides. Jusqu'en 1995, tout rite était interdit sous les régimes communistes. Les chamans pris en flagrant délit de transe étaient directement expédiés en prison. À la fin du communisme, il y a eu un essor et différentes branches se sont développées. Certains sont restés chamans de tribus, d'autres ont adhéré à une sorte de syndicat en ville. Et les jeunes dans la galère! Un des principes du chamanisme est notamment basé sur l'amour familial. Les chamans pensent que c'est un lien fort et une énergie si puissante qu'elle ne disparaît jamais. Ainsi, chaque nouvelle génération, on peut demander conseil à tous les grands-parents de la famille, jusqu'à ce qu'on se rende compte que notre grand-père, c'est le maréchal Pétain. Maréchal, nous voilà! Qu'est-ce qui t'a appris ça, toi? C'est mon grand-père. Dans le film, on retrouve ces gestes chamanistes. Le jeter de lait est une des pratiques les plus répandues. Le matin, ils en jettent au plafond en place Modian afin de passer une bonne journée. Et le soir, c'est de la vodka. No comment. Pour ceux qui vivent dans les yourtes, ces pratiques s'effectuent entièrement à l'extérieur. Le syncrétisme religieux se remarque surtout lors des prières. Elles ont lieu autour d'un objet de culte qui peut être n'importe quoi à partir du moment où un tissu bleu y est enroulé. Et ce sont les moines bouddhistes qui dirigent les litanies. Alors pourquoi un tissu bleu, me diriez-vous? Bah tiens, ça me permet d'introduire l'importance des couleurs. Tout d'abord, il y a le rouge, présent dans leurs vêtements traditionnels, le dil, également présent dans leur décoration de leur yourte. Dans le drapeau mongol, le rouge signifie le progrès et la prospérité. Avoir ce genre de symbolisme doit être important pour les nomades, qui sont à la merci des intempéries et de la nature tout au long de l'année. Donc venons-en au bleu. Le bleu dans le milieu central du drapeau représente le ciel, donc tout à fait logique pour un lieu de culte. Les Mongols pensent que la musique amène bonne fortune. C'est un aspect très important pour la population. Quand les deux jeunes enfants vont en ville, on remarque qu'il y a des cours de chant et d'instruments dès le plus jeune âge. À plusieurs reprises, c'est surtout la mère de famille qui va chanter. Mais pas toujours, les chants en famille sont aussi les bienvenus et invitent à la bonne humeur. À travers le monde, c'est surtout le komei qui est connu. Mais si, vous savez, ce fameux chant diphonique, lyrique et très puissant. Il est originaire d'Altaï et a été utilisé dans les cérémonies chamaniques. Maintenant, il est plus utilisé en temps de fête. Écoutez-moi ça. Le son ressemble énormément à celui produit par les guimbardes, cette espèce de champignon qu'on met dans la bouche. Tant que ce n'est pas une amie de tout mouche, tout va bien. Les komei sont donc souvent accompagnés d'instruments traditionnels, tels que le dombra, le kuchir, le limbe, le morinkur, comme on en voit dans le film, le shanz ou encore le yodga, qui se rapproche énormément du koto japonais ou du gunzeng chinois.
Si ça vous intéresse, il y a un deuxième film de la même réalisatrice qui s'appelle Le Chien jaune de Mongolie et est sorti 2 ans plus tard, en 2005. Ici, rendez-vous au nord du pays, et on suit encore une famille de nomades. Plus particulièrement, l'histoire de la petite Nansa, 6 ans, qui ramène un chien abandonné dans sa famille. Mais son père pense qu'il va porter malheur, et refuse de le garder. Ici, j'ai trouvé les conditions de vie presque mieux représentées que dans l'histoire du chameau qui pleure. En revanche, il est beaucoup moins rythmé, et parfois il y a certains temps morts. Au final, les deux films se complètent bien et apportent une vision plutôt large de la Mongolie, dans 2 régions totalement différentes. Après, il n'y a pas photo, les steppes du Nord ont l'air beaucoup plus sympathiques que le désert. Pourtant, la manière de vivre n'est pas si éloignée, ils ont tous deux des troupeaux à gérer, qui leur apportent richesse et denrées tout au long de l'année. Le film Le Chien jaune de Mongolie est inspiré d'un conte traditionnel mongol appelé La cave du chien jaune, ce qui montre encore une fois le souhait film documentaire de la réalisatrice. Pour conclure, les 2 films tendent à montrer la vie des nomades de Mongolie et détruisent certains préconçus que l'on pouvait avoir. Par exemple, les nomades ne bougent pas si souvent que l'on pourrait le croire. Leur infrastructure révèle des déménagements plutôt saisonniers. De plus, on a tendance à rapprocher les nomades à des nécessiteux, alors qu'ils connaissent un certain confort. Ils ont de l'électricité, d'autres des télévisions. C'est d'ailleurs un aspect amené avec légèreté dans l'histoire du chameau qui pleure. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous invite à aller en description, et rendez-vous à la prochaine vidéo.